Hop. Du coup, quand on parle d'implication des collectivités, on trouvait intéressant de rappeler en fait les différentes typologies de portage de projets qui existent. Ce qu'on va présenter, quand je le précise pas, ça tient en fait pour tout type de projet d'énergie renouvelable, qu'il soit petit, grand et toute filière confondue. Ah, on voit plus l'écran. Et donc, dans la on voit à nouveau plus l'écran. Dans la typologie de portage de projet, en fait, elle va varier en fonction de la place qui va être laissée à l'implication locale. Donc, on va parler d'un projet 100% privé quand il n'y a aucune implication locale. Ça veut dire que le projet est porté par une entreprise extérieure du territoire, enfin, voilà, les acteurs du territoire ne sont pas actionnaires du projet. Et puis, on a à l'autre bout de la typologie des projets qui sont portés uniquement par des acteurs locaux. C'est par exemple le cas pour le projet éolien de Bégane, donc qui a été porté uniquement par des habitants au démarrage et toujours actuellement. Et puis, on a quand même des entre-deux où on va appeler ce type de projet des projets en co-développement. Ça veut dire qu'ils vont mêler différents types d'acteurs. Donc, à la fois les acteurs locaux, des opérateurs privés, et puis d'autres typologies d'acteurs qu'on va voir un petit peu après. Du coup, c'était pour voilà, cette petite introduction pour montrer que finalement, l'implication des acteurs locaux, elle va varier sur cette ligne. Là, c'est très schématique. J'en présente trois grandes typologies. Mais bien sûr, chaque projet est différent et le curseur varie aussi en fonction de chacun des projets. Le co-développement, on n'est pas forcément à 50-50 entre une entreprise privée et des porteurs et des acteurs locaux. On peut avoir une répartition différente. On peut passer à la suivante. Quand on parle de participation locale, du coup, juste pour être un peu plus précise encore, quand on parle de participation locale, ça veut dire que les acteurs locaux, donc que ce soit collectivités et habitants, aujourd'hui, on va plutôt parler de l'implication des collectivités, mais quand on dit participation locale, ça veut dire que la collectivité, elle devient actionnaire du projet, elle investit dans le projet. Donc, cette participation locale, elle permet plusieurs choses et il y a plusieurs enjeux derrière. Elle permet tout d'abord une meilleure prise en compte des enjeux locaux. En fait, ce qu'on observe, c'est que quand un projet est développé par une entreprise extérieure au territoire, les arbitrages techniques, ils vont être faits sur la base des critères de cette entreprise-là, qui ne sont pas forcément les critères que prendrait en compte ni la collectivité, ni les habitants. Donc, on voit que quand les acteurs locaux participent à ces projets, on a la possibilité finalement de prendre en compte les enjeux locaux et notamment environnementaux, la question de la riverainté, par exemple. Normalement, Angela, je crois qu'il y a un zoom sur chacun des enjeux, ou alors on laisse. Et on peut déjà passer à la suivante, du coup. Ouais. Le deuxième avantage finalement de cette participation locale, c'est qu'on va avoir des retombées économiques sur le long terme. Ça veut dire que quand on devient actionnaire d'un projet, comme dans tout projet économique, ce que sont les projets d'énergie renouvelable, le projet, à terme, il va générer des bénéfices et des dividendes pour ses actionnaires. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. Et le fait d'être actionnaire du projet, ça va générer des retombées économiques sur le long terme, puisqu'on est sur des projets qui sont prévus pour durer dans le temps.
On y reviendra aussi tout à l'heure, mais en fonction de la manière dont on investit dans les projets, on a ces retombées long terme ou pas. On est aussi, quand on parle d'implication locale, on est sur un circuit court de l'énergie, de l'épargne par exemple, c'est-à-dire que ce sont les acteurs locaux qui investissent, et donc l'argent qui sert à financer les projets est local, et les dividendes, enfin l'argent généré reste aussi sur le territoire. Ça, c'est un gros enjeu. Les projets d'énergie renouvelable, ce sont des activités, des projets économiques qui génèrent de la valeur, et tout l'enjeu est de garder une partie de cette valeur sur les territoires pour que ça bénéficie à tous et pas uniquement à des grandes entreprises extérieures au territoire. Ces projets, ils génèrent aussi une dynamique sociale, une dynamique locale. Le fait d'associer à la fois collectivités, habitants, autres acteurs de type syndicat d'énergie, en fait, on voit que ça génère une stimulation et ça amène en fait à d'autres projets derrière. Souvent, quand un projet d'énergie renouvelable citoyen ou à implication locale se monte, il y a d'autres initiatives qui prennent forme, et on a cette vraie dynamique et boucle vertueuse qui se crée aussi. Et puis, c'est l'occasion d'avoir une réflexion globale, à la fois sur les consommations d'énergie, mais aussi sur les leviers d'action sur les économies d'énergie. C'est par exemple ce qu'on remarque, le territoire le plus proche de vous, c'est le territoire du Pays de Redon, mais où une partie des bénéfices finalement des parcs éoliens sert à financer des ETP, des emplois qui vont travailler sur la maîtrise de la demande en énergie, et donc qui font des interventions dans les écoles, qui mettent en place des programmes d'économie d'énergie. Et c'est toute cette économie-là, finalement, qui se met en place autour des projets à implication locale, qui permet aussi ces réflexions au-delà de la production, finalement. Et puis, ça boucle un petit peu avec ce que je disais en premier, avec une meilleure prise en compte des enjeux locaux. C'est qu'on observe qu'avec de l'implication locale, on a une meilleure acceptation des projets. Ça ne veut pas dire qu'on a zéro opposition sur les projets quand les acteurs locaux s'impliquent. En revanche, le fait de mieux prendre en compte les enjeux locaux, le fait de pouvoir discuter dès le démarrage avec les riverains, avec les collectivités, on a des canaux de dialogue qui se créent. On a aussi des relations de confiance et des relations de long terme, en fait, qui existent déjà. Et ça permet de mieux expliquer les projets et au final, une meilleure acceptation. Voilà pour les enjeux liés à la participation, ou plutôt peut-être les avantages de la participation locale. Et puis, on voulait, en dernier sur cette partie-là, faire un focus sur les différents acteurs en fait, qui peuvent intervenir. On a, donc, je le disais, des opérateurs, développeurs privés qui vont porter des projets d'énergie renouvelable qui, dans le modèle classique, en sont à l'initiative souvent. On a aussi du coup des acteurs locaux, que ce soit élus et habitants. Et puis en Bretagne et Pays de la Loire, on a de la chance d'avoir un beau panel de partenaires locaux qui peuvent être à vos côtés pour investir et porter des projets d'énergie renouvelable. Donc que ce soit les syndicats d'énergie, les SEM, pardon, des syndicats d'énergie, que sont Énergive, 56 Énergie, donc du Morbihan, et puis l'ex-CIDELA, qui maintenant s'appelle Territoire d'énergie Loire-Atlantique. Il y a aussi Enercop, à la fois Enercop Bretagne et Pays de la Loire, qui sont des partenaires intéressants aussi pour les projets d'énergie renouvelable électrique principalement, donc photovoltaïque et éolien. En Bretagne, on a le fonds de la région Breizh Énergie qui intervient sur tout type d'énergie, y compris sur la méthanisation, où ils peuvent être chefs de file aussi sur cette question-là.
Et puis, il y a aussi tout la sphère citoyenne, donc que ce soit les réseaux Réci et Taranis, donc qui font partie du réseau national énergie partagée. Et nous, EO, on fait aussi partie de ce réseau des énergies renouvelables citoyennes, plutôt en tant qu'accompagnateur de projets et de collectivités. Si on rentre du coup un peu plus dans le vif du sujet après cette introduction un peu générale, concrètement, comment est-ce que les collectivités peuvent investir dans les projets d'énergie renouvelable? On a d'abord un cadre juridique qui le permet. Tu peux passer. Le cadre juridique, il est encore mouvant, il est encore un peu flou sur certains points, mais on a quand même des avancées et des choses qui sont maintenant bien ancrées. La première avancée, c'est en 2015 avec la loi de transition énergétique et de croissance verte, qui en fait autorise les collectivités à prendre des parts dans une société de projet une société de production d'énergie. C'est une dérogation en fait qui est accordée aux collectivités. Jusqu'à présent, elles n'avaient pas le droit de le faire. Et donc, depuis la loi de 2015, c'est autorisé. Donc, c'est la première grande avancée qui acte le fait que à la fois les habitants et les collectivités puissent prendre des participations dans des sociétés de production d'énergie. Et cette dérogation, elle ne s'applique que parce que ce sont des sociétés de production d'énergie. En 2019, la loi Pacte, elle va venir apporter des précisions sur la façon dont les actionnaires en fait, des projets peuvent apporter de l'argent dans ceci. Et donc, elle va préciser que les actionnaires peuvent apporter ce qu'on appelle du compte courant d'associés, indépendamment de combien ils possèdent d'actions. Jusqu'à présent, on avait une limite. En fait, l'apport en compte courant d'associés était proportionnel au capital détenu. Ce n'est plus le cas depuis 2019, ce qui veut dire, en fait, le compte courant d'associés, c'est un mode de financement des projets d'énergie renouvelable qui est très courant. Et du coup, jusqu'à présent, c'était assez bloquant d'avoir cette limite liée à la part de capital détenu. Et donc là, on n'a plus aucune limite. On peut ne détenir qu'une seule action et amener un financement en compte courant d'associés très conséquent. Et puis la dernière loi en date qui apporte vraiment une avancée, c'est la loi énergie-climat de 2020 qui précise en fait que les collectivités, elles peuvent investir donc, dans une société de production d'énergie, ça on le savait déjà, mais la loi précise qu'elles peuvent le faire en apportant du compte courant d'associés, ce qu'elles n'avaient pas le droit de faire jusqu'à présent. Donc, ça permet en fait aux collectivités de pouvoir investir sur le même modèle que tous les autres acteurs, sur le modèle classique qui se pratique dans les énergies renouvelables. Et c'est grandement facilitant parce qu'en fait, quand on discute avec notamment des opérateurs privés, ils ont des montages financiers qui sont classiques et qu'ils pratiquent tout le temps. Et à partir de 2020, les collectivités, elles peuvent s'inscrire dans ces montages que les autres connaissent et du coup, ça facilite beaucoup les choses. Et puis, l'autre avancée de la loi énergie-climat, c'est aussi la possibilité pour les collectivités de passer leur, je vais utiliser des mots un peu barbares, de passer leur investissement à travers une holding. Donc, une holding, c'est une société qui a juste pour objectif de prendre des participations dans d'autres sociétés. Donc, la collectivité, elle a cette possibilité-là depuis 2020. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a deux manières d'investir dans les projets. Soit la collectivité, il y a un projet de méthanisation sur son territoire. Elle va devenir actionnaire de ce projet d'énergie de méthanisation en direct. Ça, c'est la première possibilité. Soit elle va créer ce qu'on appelle une holding ou une société locale d'investissement. C'est ce dont on va en reparler tout à l'heure avec Questenberg Communauté. Et
c'est cette holding qui va aller prendre des participations dans tous les projets d'énergie renouvelable du territoire. Ça a l'avantage de pouvoir cumuler et agréger toutes les participations dans un seul et même véhicule juridique, plutôt que d'avoir des prises de participation indépendantes un peu partout. Et puis, ça a aussi l'avantage, la holding, la collectivité, elle peut être l'unique actionnaire, mais elle peut aussi avoir des partenaires. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des financements un peu plus importants. Ça se pratique régulièrement d'avoir des structures d'investissement local qui sont montées entre collectivités et SEM des syndicats d'énergie, par exemple. Ça, je vais passer assez rapidement. C'était plutôt pour ensuite pouvoir faire le point sur quand est-ce que les collectivités peuvent rentrer dans à quelle étape en fait du projet les collectivités peuvent rentrer. Du coup, les étapes d'un projet, on va avoir l'émergence, l'idée du projet. C'est aussi à cette étape-là qu'on va réaliser la maîtrise foncière, dont on reparlera tout à l'heure. On a ensuite l'étape de développement où on va réaliser toutes les études, on va aller chercher les autorisations administratives pour pouvoir ensuite construire le projet. La phase de post-développement, elle n'est pas toujours très importante selon le type de projet qu'on monte, mais elle peut l'être sur les gros projets. C'est cette phase-là où on va aller chercher les financements bancaires, où on va aussi avoir les potentiels recours contre les autorisations administratives. C'est toute la phase de préparation en fait de la construction. Ensuite, on construit le projet, le parc, et puis on a une phase d'exploitation qui dure de nombreuses années en fonction des projets. Tu peux passer, Angela. Ouais, du coup, j'ai présenté comme ça, c'est pas la peine de. Il y a toutes les étapes en zoom, mais du coup, on peut directement passer à celle avec les courbes. Hop, celle-là. En fait, ce que je voulais aussi montrer à travers ces étapes de projet, c'est qu'on a deux courbes qui vont se croiser en fonction de l'avancée du projet. On a la courbe de la maîtrise locale. Quand on a le fait de prendre des participations dès le début du projet, et ben, toutes les marges de manœuvre, elles sont encore là au début du projet. Et le fait que les acteurs locaux soient dans le projet au démarrage, et ben, ça laisse énormément de place pour discuter des différentes options qui existent. Quand les acteurs locaux vont rentrer en phase de construction, finalement, il n'y a plus beaucoup, ou en tout cas, il y a moins de choix à faire. Et donc, la maîtrise locale, elle est moins importante sur le projet. Ça, c'est la première courbe. Et en parallèle, on a la courbe du coût d'entrée dans le projet. En fait, au démarrage, on va avoir des investissements à faire pour financer, par exemple, les études, mais on est sur des coûts qui sont relativement limités. On est aussi sur des phases à risque jusqu'à la phase de post-développement parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir faire le projet réellement. Donc, c'est des phases qui coûtent, entre guillemets, moins cher, enfin, ou en tout cas, la valeur du projet, elle est moindre qu'une fois qu'on a reçu les autorisations. Et du coup, une fois qu'on a reçu les autorisations, le projet prend énormément de valeur. C'est le cas notamment pour l'éolien ou pour les projets photovoltaïques au sol. Et donc, le coût d'entrée dans le projet est beaucoup plus important une fois que le risque a été levé. Tout ça, ça milite plutôt pour des prises de participation vraiment en amont des projets, principalement dans la phase d'émergence ou de développement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des participations même en phase de construction ou d'exploitation. Ça a aussi un intérêt, parce qu'il y a encore des choses à faire dans ces phases-là. Mais il faut savoir que le coût d'entrée dans le projet sera plus important et les marges de manœuvre pour les acteurs locaux sera aussi un peu plus faible. On n'a pas quelque chose. Une main levée. Marie, ouais. Oui, c'est ça. Patrice, vous pouvez prendre la parole.
C'est juste technique. Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est les courbes qu'on préférait voir ou le visage de Marie à l'écran, mais les courbes sont tout petits et on voit Barry en très grand. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Ah, non, je pense pas. Sur le contenu de ce qui est dit, là, moi, je vois pour le coup, je vois Monsieur Penmusic en grand et je ne vois plus les. C'est pas possible. Bon, ça ne doit pas être moi, je ne suis pas à l'écran, je ne crois pas. Si? Hop. Là, moi, je revois On voit les courbes, là, c'est bon. Là c'est bien. Je vous laisse. On peut passer à la suivante, Angela. Du coup, on a vu les différentes étapes du projet. On a vu que ça avait du sens de rentrer le plus en amont possible dans les projets. Et en fonction de l'étape du projet, en fonction de la volonté des collectivités, il y a plusieurs rôles que vous, collectivités, vous pouvez jouer en fonction de la phase dans laquelle vous rentrez. Ce n'est pas une obligation, c'est des possibilités. On a par exemple en phase d'émergence, donc quand on est dans le tout lancement du projet, la collectivité peut réaliser la maîtrise foncière. Ça, c'est principalement le cas pour les gros projets d'énergie renouvelable, mais de toute façon, pour tout projet d'énergie renouvelable, on a besoin du foncier. C'est intéressant que ce soit la collectivité qui réalise la maîtrise foncière, on va en reparler tout à l'heure, mais parce que ça lui donne un poids. En fait, la maîtrise foncière, c'est la clé du camion au démarrage. Celui qui maîtrise le foncier maîtrise le projet au démarrage et c'est un vrai plus pour les collectivités de pouvoir dire c'est nous qui avons le foncier, du coup, c'est nous qui allons choisir comment est-ce qu'on a envie que le projet se fasse. La collectivité, elle a aussi la possibilité de lancer ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. Donc, ça va souvent avec la maîtrise foncière. Une fois qu'elle maîtrise le foncier, elle dit moi, j'ai envie que le projet soit développé de cette façon-là et je vais chercher des partenaires pour le faire. Donc, elle lance un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner les partenaires avec qui elle a envie de développer le projet. Et puis, l'autre possibilité, c'est elle porte le projet en propre. Où elle ne lance pas d'appel à manifestation d'intérêt, elle dit dès le démarrage, je veux que le projet soit porté avec moi en chef de file et tel autre partenaire, et on y va comme ça. En phase de développement, on va déjà avoir des choses qui auront été engagées et du coup, on va plutôt avoir une phase de négociation du partenariat. Ça veut dire quelle place va avoir chacun des acteurs dans le projet. Ça, c'est une phase qui est très, très importante parce que tout l'enjeu d'un partenariat, il repose à la fois sur sa faisabilité. Il faut que le fonctionnement et qu'au quotidien, ce soit fluide, ce soit facile de gouverner un projet. Néanmoins, il faut que la collectivité, les acteurs locaux, ils aient de réels leviers d'action qui puissent avoir leur mot à dire. Et du coup, tout cet équilibre-là, il est assez subtil et il fait souvent l'objet d'une phase importante de négociation, à la fois sur le ticket d'entrée, le coût du ticket d'entrée dans le projet et le rôle, le poids dans la décision qu'on laisse aussi à la collectivité. Et puis, en phase de développement, c'est aussi déjà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un vrai rôle et une vraie participation à avoir dans les arbitrages, dans la définition du projet. Et ça, c'est important que vous puissiez être autour de la table pour les faire. Le dernier point que je voulais aborder sur la question de l'investissement, c'est que on a deux modèles différents qui cohabitent dans les projets d'énergie renouvelable et qui n'impliquent pas du tout les mêmes choses. On a le financement participatif, c'est ce qu'on appelle communément le crowdfunding, et on a l'investissement local. Donc, c'est plutôt ça que je vous ai présenté jusqu'à présent. Le financement participatif, c'est un financement en dette. Ça veut dire que, et c'est ce qui est souvent proposé sur les projets
notamment les projets privés, on voit souvent s'ouvrir une phase de financement participatif en amont de la construction. Ça veut dire en fait que les acteurs locaux, ils vont un peu jouer le rôle de la banque, ils vont prêter un peu d'argent au projet et donc on est sur une durée limitée, on prête de l'argent au projet sur une durée limitée, c'est exactement comme avec la banque, on sait que l'argent est prêté sur tant de temps, qu'on va avoir un taux d'intérêt à temps, donc c'est très cadré. On a du coup un risque qui est limité, mais on est extérieur au projet. Ça veut dire qu'on n'est pas actionnaire du projet, on n'a pas son mot à dire dans la façon dont vont se dérouler les choses. Quand on parle d'investissement local, on est sur un financement en capital, ça veut dire qu'on devient actionnaire du projet, donc qu'on est sur le long terme dans le projet. On peut rester jusqu'à la fin, jusqu'au démantèlement du projet si on en a envie. On peut aussi sortir avant, mais on a quand même cette perspective-là d'être plutôt sur du long terme. On a un rendement qui va être variable en fonction de la taille du projet, en fonction de sa nature. On est un peu plus exposé au risque parce que si le projet ne se fait pas, n'a pas les autorisations environnementales, eh ben on perd l'argent qu'on avait investi au démarrage. En revanche, on va pouvoir bénéficier des dividendes que va générer le projet, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du financement participatif. Et si on reste sur toute la durée de vie du projet, eh ben, on récupère plus d'argent, on capte la valeur qui a été générée par le projet, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du financement participatif. Et puis, l'autre avantage de l'investissement local, c'est qu'on va avoir un rôle actif, on peut prendre part à la décision, on peut prendre part aux arbitrages qui seront faits à chacune des étapes du projet. Et ça, c'est intéressant, notamment en tant que collectivité. Le dernier point, du coup, c'est le focus sur le foncier. Là, ça s'applique. Enfin, ce focus, il s'applique plutôt pour les gros projets, notamment éoliens, photovoltaïques au sol. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la question du foncier, c'est vraiment le nœud d'un projet au démarrage. Celui qui maîtrise le foncier, c'est lui qui a les clés du camion, c'est lui qui peut décider de la façon dont il fait les choses, avec qui, où. Et donc, c'est un vrai enjeu, le foncier. C'est très concurrentiel. Il y a énormément de concurrence pour l'accès au foncier, notamment sur l'éolien, parce que les zones de développement éolien, elles sont assez limitées finalement dans l'espace. Et donc, on a la collectivité a la possibilité de signer les accords fonciers en son nom propre. Et ça, c'est un sacré avantage. Les principes de la maîtrise foncière, c'est tout à gauche, vous avez en vert schématisé la zone de projet avec toutes ces différentes parcelles qui la composent. On va signer ce qu'on appelle des promesses de bail sur toutes les parcelles qui constituent la zone d'étude, et ça avant le lancement des études. En fait, il faut qu'on s'assure qu'on a les accords fonciers avant d'engager trop de dépenses, parce qu'on ne va pas engager des études et dire on va faire un projet à cet endroit-là si les propriétaires des parcelles ne sont pas d'accord qu'on fasse le projet. La promesse de bail, elle est donc signée sur une parcelle entière. On dit, l'emprise, elle est la parcelle entière. Et une fois que le projet est autorisé et va être construit, la promesse de bail, elle est transformée en bail amphithéotique. Et par contre, le bail amphithéotique, il ne va porter que sur l'emprise exacte du projet. Donc, on crée une nouvelle parcelle cadastrale et c'est uniquement sur cette nouvelle parcelle cadastrale que va porter le bail. Voilà pour les principes génériques. Et dans la promesse de bail, ce qu'on va retrouver, on est sur c'est un contrat finalement tripartite, c'est-à-dire qu'on va avoir, je crois qu'il y a des zooms aussi, Angela, ouais. Donc, on est sur une signature tripartite. La promesse de bail, elle va être signée entre le porteur de projet, qui est le bénéficiaire de la promesse de bail, le propriétaire du terrain et l'exploitant du terrain.
le propriétaire et l'exploitant peuvent être la même personne, mais des fois, ce n'est pas le cas. La promesse de bail, elle va définir à la fois ses conditions, ses propres conditions de promesse, mais aussi celles du futur bail. Ça veut dire que quand on signe la promesse de bail, on sait à quoi on s'engage si il y a une transformation en bail. On n'a pas l'assurance au moment où on signe la promesse que ça se transformera forcément en bail, parce que souvent, quand on fait notamment un projet éolien, on ne sait pas exactement où seront situées les éoliennes sur la zone au démarrage. Donc, on a besoin d'avoir une maîtrise un peu plus large que l'emprise réelle du projet. Néanmoins, de plus en plus, on a ce qui s'appelle un principe de mutualisation. Ça veut dire que tous ceux qui auront signé une promesse de bail recevront une indemnité, même s'ils n'ont pas d'éolienne chez eux. C'est quelque chose qui se généralise. En tout cas, la promesse de bail, elle définit obligatoirement les conditions du bail, parce que quand on signe la promesse de bail, on s'engage à signer le bail par la suite. Donc, il faut qu'on en connaisse les conditions. Et on ne commence à payer du loyer que quand le bail est activé. Pendant toute la durée de la promesse de bail, on ne paye pas, il n'y a rien qui est payé au signataire. Le gros point de la promesse de bail, et ce qui fait qu'elle a une valeur très importante, c'est qu'elles contiennent toutes un principe d'exclusivité. Ça veut dire qu'on ne peut signer une promesse de bail qu'avec un seul bénéficiaire. À partir du moment où les propriétaires et exploitants se sont engagés avec une entreprise ou une collectivité, elles ne pourront pas signer avec une autre pendant une durée en général, autour de 8-10 ans. Ça permet de s'assurer que quand on va faire les études, il n'y a personne qui va être plus rapide que nous, qui va faire un projet plus vite et nous passer sous le nez. Mais du coup, c'est aussi ça qui donne une valeur très, très grande au foncier. Voilà. Donc, c'est le point central. La promesse de bail, elle permet aussi, il y a une clause qui prévoit que le bénéficiaire en fait peut transmettre la promesse de bail vers une autre entité. Donc c'est ce qu'on observe souvent, et notamment quand c'est les collectivités qui font la maîtrise foncière, elles vont signer la promesse de bail en leur nom propre dans un premier temps. Elles vont être bénéficiaires de cette promesse de bail. Et puis quand le véhicule juridique du projet sera créé, elles transféreront le bénéfice de la promesse de bail à ce nouveau véhicule juridique. Ça, c'est expliqué au sein de la promesse de bail. Et une fois du coup que le projet est autorisé, on passe du coup sur le bail amphithéotique. Celui-là, il est signé chez un notaire puisqu'on a une nouvelle découpe cadastrale. Ce n'est pas le cas de la promesse de bail, on n'est pas obligé de la signer chez le notaire. Et puis, le dernier point, c'est que le bail amphithéotique, il confère un droit réel aux bénéficiaires. Ça veut dire qu'il confère un droit à construire. C'est la dernière image. Il confère un droit à construire sur un terrain qui, concrètement, ne vous appartient pas. Le terrain, il reste la propriété de son propriétaire initial. Cependant, c'est vous, bénéficiaires, qui pouvez construire dessus. Et du coup, c'est pour ça que c'est la forme du bail amphithéotique qui permet ça. Donc, ça confère le droit réel de construire, et le pendant, c'est l'obligation de démanteler l'installation en fin d'exploitation. Voilà, et juste pour terminer, du coup, le contenu de la promesse de bail, on va avoir un préambule, une présentation des parties. Les parties, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les trois parties, bénéficiaires, propriétaires et exploitants. On a la référence aux parcelles qui sont concernées par le contrat. Une bonne partie sur l'engagement du bénéficiaire
du propriétaire et de l'exploitant. C'est dans cette partie-là qu'on a la clause d'exclusivité. La promesse de bail, elle a une durée qui doit être indiquée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en général, c'est autour de 8-10 ans. Et puis, toute la dernière partie, c'est les conditions du futur bail, avec bien sûr les conditions d'indemnisation de cette location, et puis des dispositions générales. On trouvait que c'était important de faire ce focus-là sur le foncier, parce que du coup, c'est un véritable levier pour les collectivités de maîtriser le foncier. On le voit régulièrement. En fait, le fait de maîtriser le foncier, c'est la possibilité pour la collectivité de rentrer dans les projets sans amener d'argent. Le fait d'arriver avec la maîtrise foncière, c'est un apport non financier, mais qui est reconnu, dont la valeur est reconnue par les autres partenaires du projet, et ça permet de rentrer dans un projet sans avoir à amener d'argent. On paye juste le prix d'une action, et on a typiquement là, les derniers projets sur lesquels que j'ai vu où on est sur ces choses-là, la commune a réalisé la maîtrise foncière. Elle va acheter une action de la société, mais on lui reconnaît une place qui correspond à 20% de la société du fait de son apport en foncier, en fait. Donc, c'est un gros levier, et ça permet de s'assurer d'avoir son mot à dire sur les projets. Voilà pour la présentation. Merci Marie. Est-ce qu'il y a des questions?